c'est une table ronde qui va être en deux parties. Dans un premier temps, nous aborderons le sujet de la prise en charge des transports par la Caisse nationale d'assurance maladie et nous traiterons donc dans la deuxième partie de cette table ronde du sujet de la conduite automobile et nous reviendrons sur les suites de l'arrêté de mars 2022 dont il a été déjà beaucoup question ce matin. Donc prenez place et donc peut-être en ouverture de cette table ronde, je vous invite à suivre donc une vidéo, un témoignage de deux personnes malades sur le sujet des mobilités. D'emblée, ce que j'ai plus voulu faire, c'est conduire. Dès que le diagnostic a été posé, je n'ai plus conduit. Et puis, je me suis dit, même si je suis sûre que si je me mets au volant, je sais conduire. Mais je ne voulais pas ajouter du souci au souci. Je me suis dit, si j'ai un accrochage ou n'importe quoi, je ne veux pas avoir un soupçon de responsabilité. Je voulais plus, quoi. J'ai arrêté. Ça n'a pas été simple parce que je suis dépendante de mon mari. Me conduire ici ou là, ça m'embêtait, mais tout se passe bien quand même. Bon, je me perds, hein. Ça m'arrive d'être dans Chartres, je ne sais plus comment revenir. Alors bon, j'appelle mon mari, je lui dis je suis à tel endroit, je lui décris un peu ce que je vois autour de moi, puis il me remet sur la route en fait, en m'expliquant, voilà, et ça se passe bien. Oui, j'ai arrêté aussi, ouais, parce que les médicaments, c'est indiqué que c'est pas prudent, c'est pas raisonnable, et c'est déconseillé. Bon, je sais pas, je pense pas que je serais pas capable de conduire, non, quand même. Mais bon, de toute façon, comme ma femme elle est partie à Carrefour, c'est pas moi qui l'aurais emmenée. Hier, elle est allée voir des copines, des copines, et puis elle conduit. Hein. De toute façon, quand on partait en vacances, on allait loin, on conduisait à deux, hein, déjà. On peut pas aller loin, parce que avant, quand on allait loin, on conduisait à deux. Hein. Moi, j'avais quand même l'habitude de conduire des longues distances. Hein. Lorsque j'ai connu cette association, déjà le nom, je me suis sentie, j'ai senti que j'étais concernée et que là je trouverais des personnes qui savaient de quoi je pouvais, ce que je pouvais ressentir et vivre. Que c'était pas comme quand on parle avec des gens qui sont loin des difficultés qu'impose cette maladie. Je me sentais à l'aise. Je me suis sentie tout de suite plus à l'aise et puis bien en fait. C'était comme un espace bien quoi, pour moi ou pour tous ceux qui ont cette peine, quoi. Voilà, donc pour introduire nos débats, donc je vais appeler les autres participants à la table ronde à me rejoindre. Donc à mes côtés, Josiane Corneloup, députée donc de Saône-et-Loire, et vous êtes co-auteur d'un rapport d'information en conclusion des travaux de la mission d'information sur les transports sanitaires de février 2002. Donc nous accueillons également Féreuse Aziza, conseillère technique assurance maladie à France Asso Santé. Nous aurons en ligne le professeur Jean-Philippe Azulet, président de la Société française de neurologie, donc qui interviendra plus spécifiquement sur le sujet de la conduite automobile, mais bien sûr, professeur, n'hésitez pas à intervenir dans le débat sur les mobilités, et également Benoît Durand, donc directeur délégué de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées.
Alors peut-être sur donc la question des mobilités, l'assurance maladie donc prend en charge sous certaines conditions le remboursement des frais de transport. Donc pour les patients qui en ont besoin, et une mission d'information, examiner la réglementation ainsi que les dépenses qui sont liées donc au transport sanitaire programmé et le fonctionnement du transport pré-urgence hospitalier. Et donc Josiane Corneloup, vous êtes co-auteur de ce rapport. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et peut-être comme question introductive, est-ce que les règles sont suffisamment lisibles, qu'il s'agisse du nombre de pathologies concernées par ces transports sanitaires ou de l'organisation des transports elles-mêmes? Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à votre table ronde. Effectivement, vous le disiez, j'ai donc été rapporteur d'une mission concernant les transports sanitaires. Alors plus exactement concernant les carences ambulancières, puisque nous avions remarqué lors de Sainte-Barbe en particulier, les sapeurs-pompiers nous dire qu'ils étaient sans cesse amenés à faire des interventions pour des transports urgents préhospitaliers qui n'étaient pas dans leur mission et que cela finalement avait des conséquences tout à fait négatives sur l'organisation des centres de secours. Et cela pouvait être dommageable également pour des missions qui auraient pu être les leurs, avec notamment des secours vitaux pour lesquels il n'y aurait plus suffisamment d'effectifs. Donc cette mission, à l'origine, était censée donner un éclairage sur cette problématique très particulière. En fait, nous avons débordé effectivement sur les transports eux-mêmes au sens large, parce que le coût des transports a augmenté de façon très importante, puisque nous sommes passés de 2,3 millions en 2003 à 4,3 millions en 2020. Et cette augmentation très importante nous fait nous interroger bien évidemment sur les causes. Alors les causes sont multiples. D'abord, il y a de plus en plus de patients atteints d'affections de longue durée. Nous avons une population qui vieillit et avec le vieillissement, bien évidemment, nous avons des patients polypathologiques qui demandent des transports beaucoup plus fréquents. Nous avons également l'utilisation croissante de taxis plutôt que des véhicules sanitaires légers qui ont un coût plus important. Nous avons également l'éloignement de certains centres hospitaliers puisqu'il y a eu une volonté de centraliser et globalement nous avons un certain nombre d'hôpitaux de proximité qui ont disparu et donc des distances à parcourir beaucoup plus importantes. Nous nous sommes bien évidemment interrogés sur les motifs qui justifiaient la prise en charge de ces transports. Et vous le disiez, effectivement, la lisibilité n'est pas très simple dans la mesure où il y a plus de 140 situations qui peuvent générer la prise en charge d'un transport. Donc c'est quelque chose de très nébuleux. C'est un référentiel qui date de 2006, donc qui demande certainement aujourd'hui à être actualisé. Nous avons également décelé une autre problématique qui est certainement le besoin d'une territorialisation de ces transports. Aujourd'hui, nous avons des données nationales, nous avons très peu de données territoriales, notamment pour mettre en adéquation l'offre et la demande. Nous n'avons aucune idée très précise de ce qui pourrait peut-être être justement plus approprié en termes d'offre et de demande. Et puis, nous avons également relaté une difficulté majeure, le fait que ces transports sanitaires soient sous la gouvernance de plus de 4 ministères. Donc, bien évidemment, cela n'aide pas pour la lisibilité de cette problématique. Très bien. Et donc, vous pouvez peut-être nous présenter les principales recommandations. Alors, il y en a beaucoup, mais en tout cas, celles qui vous paraissent les plus urgentes, donc pour avoir une plus grande lisibilité précisément. Eh bien, la première recommandation vise à favoriser l'utilisation de son véhicule personnel. Parce qu'aujourd'hui, la personne n'est remboursée de ses trajets à titre personnel que si elle parcourt plus de 150 km. Et nous y voyons un frein, bien évidemment. Beaucoup de personnes pourraient peut-être se rendre dans un lieu de santé ou autre avec leur véhicule personnel, mais ne le font pas, dans la mesure où il n'y a pas de prise en charge. Et aujourd'hui, ce sont les taxis qui sont les plus fréquemment utilisés au détriment des véhicules sanitaires légers. Or, il y a une différence très importante de coût entre le taxi
et le véhicule sanitaire léger. Et aujourd'hui, notre référentiel, qui, je vous le rappelle, date de 2006, ne permet pas de préciser s'il faut que la personne soit transportée en taxi ou en VSL. Donc je pense que là aussi, il y a des améliorations à apporter. Et puis la préconisation numéro 2, c'est justement de revenir également sur ce référentiel. De peut-être, on sait qu'aujourd'hui, c'est 2/3 des dépenses de transport qui sont liées aux affections de longue durée. Donc nous voyons bien, ces patients en ALD, ce sont des patients qui n'ont pas de reste à charge. Donc le coût est bien évidemment important pour l'assurance maladie. Ce sont ces publics qu'il faut inciter, si cela est possible, à prendre leur véhicule personnel. Très bien. Et par rapport à justement à ce nouveau référentiel que vous appelez de vos voeux, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ces transports servent à véhiculer les personnes qui en ont vraiment besoin? Comment est-ce que vous dites vous-même, il y a énormément de pathologies concernées, donc est-ce que vous avez également travaillé sur ce sujet? Nous avons effectivement regardé quelles étaient les pathologies qui justifiaient des transports sanitaires et qui étaient les plus générateurs de coûts. Je vous le disais, ce sont les patients en affection de longue durée, donc pour 23% les cancers, pour 17% l'insuffisance rénale, 13% les maladies psychiatriques et 13% les maladies cardiovasculaires. Peut-être qu'un certain nombre de ces patients peuvent se rendre seuls dans les lieux où ils doivent passer des examens ou suivre des traitements. Cela n'a pas été beaucoup utilisé à ce jour en regard des kilomètres à parcourir, c'est ce que je vous disais précédemment. Le référentiel, je pense qu'il faut apprécier le caractère médical, bien évidemment, du transport, mais également le caractère social. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup confrontés à des problématiques sociales également. Effectivement, cette problématique du transport est tout à fait essentielle pour permettre l'accès aux soins de chacun et une équité par rapport à cela. Encore faut-il que ces transports puissent bénéficier aux personnes qui en ont effectivement le plus besoin. Très bien, je pense que ça va susciter pas mal de questions dans le débat qui suivra. Mais Féroza Aziza, donc peut-être comment vous réagissez à ce que Mme Cornelou a dit, à ce rapport, et peut-être dans la foulée, quelles sont vous les difficultés que vous pouvez recueillir au niveau de France Asso Santé sur ce sujet? Oui, alors merci beaucoup. Alors avant de rentrer précisément dans le rapport, évidemment, on a été auditionné d'ailleurs dans le cadre de cette mission au niveau de France Asso Santé. Simplement, un sentiment quand même, c'est que la question des transports sanitaires, elle a été assez peu finalement anticipée et prise en compte comme un axe à part entière du parcours de soins. Et ça, c'est un peu dommage. Et on le voit, ça a été cité, les causes effectivement qui amènent aussi le dynamisme des dépenses, c'est lié aussi aux politiques de santé qui ont été mises en œuvre, notamment le regroupement hospitalier, on l'a vu, le virage ambulatoire. Fatalement, on sait bien que de fait, on va engendrer peut-être plus de transport, mais on a aussi la question, alors on l'a dit, du vieillissement de la population et de l'évolution des maladies chroniques, mais aussi la question de la désertification médicale, tout l'aspect territorial. Et tout ça a été assez peu anticipé et en tout cas pensé pour faire en sorte que les transports soient un angle à part entière du parcours de soins. Alors j'en tiens pour preuve ce qui vient d'être dit par Madame la députée concernant la prise en charge des transports personnels. Alors c'est une de nos propositions anciennes au niveau des associations, cette demande d'assouplir, mais en réalité c'est un retour en arrière puisque jusqu'en 2011 il y avait la possibilité, c'était pris en charge. Donc ça veut dire qu'en 2011, on est venu dérembourser des transports qui jusque-là l'étaient, et ça engendre une situation pour un certain nombre de personnes qui ont des transports itératifs. C'est essentiellement pour ces personnes-là, parce que moi je vais prendre l'angle justement de l'impact sur les usagers. Parce qu'il y a évidemment un impact sur les finances publiques qui est extrêmement important. Mais c'est vrai que notre angle à nous, c'est aussi l'impact direct sur les usagers, quel est l'accès aux soins. Et ce que ça a entraîné, c'est soit des restes à charge très importants. On a des personnes qui ont des soins tous les jours. Je pense à certaines personnes qui ont de la kiné tous les jours.
qui est par exemple dans certaines zones, hein, on a l'exemple très précis d'une personne qui est atteinte de mucoviscidose avec de la kiné respiratoire tous les jours à faire. La kiné dans son territoire, elle est à 15 km de chez lui. Alors il est en capacité d'y aller tout seul par ses propres moyens, mais ça lui faisait presque 300 € à débourser de sa poche. Et il n'a qu'une AAH de 900 €. Enfin, donc vous voyez, sur un budget pareil, donc au final, il a décidé de faire moins de séances. Il en fait plus que 3 par semaine au lieu de ses séances quotidiennes. Donc voilà, donc il y a un impact direct. Donc nous, sur la question de la lisibilité, ça, on est tout à fait clairement dans la même... dans le même constat, hein. Les patients ne s'y retrouvent pas du tout. Il n'y a pas que les patients, hein. Les médecins non plus, ils ont aussi du mal à s'y retrouver. Preuve en est, c'est effectivement effectivement des prescriptions qui ne sont pas adaptées ou pas faites correctement. Il y a toutes les questions des ententes préalables, etc. Mais il y a aussi les pratiques aussi, des médecins parfois qui envoient vers des structures ou des professionnels avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui en fait, la réglementation fait qu'il n'y aura pas de prise en charge parce que c'est un peu éloigné du domicile. Donc pour nous, il y a non seulement ce qui a été cité, la clarification, la visibilité, mais il y a aussi la prise en compte plus globale de la situation des personnes. Et ça, c'est pas du tout pris en compte aujourd'hui. On est sur une vision très médicalisée, évidemment, mais on ne voit pas l'impact que ça a dans la vie quotidienne. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un transport est pris en charge pour la structure qui est la plus proche du domicile. On a des tas d'exemples où, pour certaines personnes, soit la structure la plus proche n'est pas adaptée. Alors, je pense à certaines personnes en situation de handicap avec un plateau technique qui n'est pas adapté, mais il y aura un refus de prise en charge si on va dans un centre plus loin, alors que le plateau technique est adapté. Mais on l'a aussi pour certaines personnes qui ont par exemple de la dialyse et qui sont en emploi et qui souhaitent maintenir leur emploi. Elles peuvent avoir des structures qui font des nocturnes, des horaires qui correspondent mieux à leur maintien dans l'emploi. Mais comme elle n'est pas la plus proche du domicile, ça ne va pas être pris en compte. Donc nous, en fait, ce qu'on demande aussi, au-delà de ce qui a été cité, effectivement, la clarification, elle est importante, mais il faut aussi avoir peut-être une prise en compte de la situation peut-être plus globale de la personne parce que sinon c'est source de renoncement aux soins aussi, et c'est un petit peu dommage. Donc pour nous, il est indispensable d'avoir à la fois un regard sur évidemment les dépenses publiques, ça c'est évident, mais aussi sur ce qui fait vraiment l'accès aux soins. Et on aura de plus en plus aussi toutes ces personnes qui sont en difficulté de mobilité, qui ne pourront pas se rendre par exemple simplement chez l'ophtalmo ou à un rendez-vous chez le dentiste. Les transports sanitaires ne sont pas pris en charge dans ce cadre-là, on n'est pas dans le cadre de leur ALD par exemple. Et bien, toutes ces situations-là, aujourd'hui, elles sont complètement oubliées. Ça reste une problématique importante, et la problématique des restes à charge reste importante parce que c'est vrai, quand on lit, on a l'impression qu'il y a très peu de restes à charge sur les transports, sauf que les comptes sociaux ne regardent pas justement tout ce qui n'est pas remboursé. Quand vous regardez tout ce qui n'est pas remboursé, nous on a fait plusieurs enquêtes sur ce qu'on appelle les restes à charge invisibles, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pris en compte dans les comptes sociaux, mais qui sont des frais liés à la santé. Et bien, les transports, ça vient très vite aussi dans les restes à charge pour les personnes pour pouvoir se soigner. Donc voilà, donc nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi prendre en compte des situations un peu plus globales. Et par rapport donc aux difficultés qui peuvent vous être remontées sur ce sujet, bon, vous en avez cité quelques-unes effectivement, mais est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, on a aussi certaines difficultés qui concernent déjà le fait de trouver un transport. Parfois, certaines personnes ne trouvent pas de transport. Il y a parfois des choix qui sont opérés par certaines sociétés de transport, de privilégier tel ou tel transport qui est plus rémunérateur. C'est aussi les travers parfois de certaines politique de santé, mais il y a aussi, on favorise le transport collectif. Alors évidemment, c'est une solution qu'il faut exploiter, mais quand vous êtes dans une pathologie très lourde, déjà dans votre quotidien, qu'en plus vous avez des transports fréquents, et que le fait qu'on vous mette dans un transport collectif, ça vous rallonge le temps de trajet, la fatigue, etc., les gens le vivent comme vraiment une perte très importante de la qualité. Et donc tous ces aspects-là, en réalité, ne sont pas forcément pris en compte. On a des situations, on l'a exposé lorsque nous avons été auditionnés, de monopole aussi de certaines sociétés qui font un peu la pluie et le beau temps et qui choisissent, en gros, il n'y a que du transport en ambulance et puis c'est tout, et qui mettent une certaine pression, y compris sur les prescripteurs.
Donc il y a vraiment cet aspect aussi, l'angoisse de ne pas trouver de transport, la qualité du transport. Et nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'il manque. Réellement aussi, au niveau de la prise en charge des transports et de la tarification et de la facturation, c'est la question de l'évaluation du patient et la question de la qualité. Pour nous, ça, c'est des éléments, on le sait d'ailleurs, hein, dans les dynamiques de politique de santé aujourd'hui, l'amélioration ne se fait que quand on prend en compte le vécu du patient et les résultats rapportés par le patient, ce qu'on appelle les PREMS et les PROMS dans notre langage, et que ça, c'est une dimension qui est complètement absente, en fait, aujourd'hui, au niveau des transports, alors qu'elle existe. Hein, l'incitation financière à la qualité existe à l'hôpital, etc. Vous avez aussi des rémunérations sur objectifs de santé publique chez les médecins libéraux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apparenter de la forfaitisation, par exemple, sur la qualité, et aussi l'évaluation systématique par les patients de la qualité de leur transport. On pense que ça devrait vraiment être généralisé et faire partie intégrante même du financement de ces transports pour les transporteurs. Et vous avez évoqué hein, les transports en commun, effectivement. Est-ce que là aussi, vous avez des demandes particulières? Parce qu'on sait qu'il y a des territoires où ils sont en nombre insuffisant ou pas suffisamment accessibles? Oui, tout à fait. La problématique, nous, évidemment, nous, on se mobilise aussi hein, pour qu'il y ait une prise en compte meilleure, en tout cas une prise en charge meilleure du véhicule personnel, mais ce n'est pas possible pour tout le monde, déjà, effectivement. On a certaines personnes qui soit ne sont pas en capacité de conduire, soit qu'on empêche de conduire par tout un tas de réglementations qui font que ce n'est pas adéquat. Celles aussi qui ne se sentent pas forcément, elles, nous on a beaucoup de retours hein, dans ce sens-là qui disent, voilà, on nous dit de prendre notre véhicule personnel, mais moi je peux avoir des gros moments de fatigue et que ce n'est pas pris en compte réellement dans la situation individualisée. Et l'absence effectivement d'infrastructures de transport en commun qui permettent finalement de se rendre au lieu de rendez-vous. Donc on se trouve effectivement dans des situations qui sont complexes. Il faut trouver une solution adaptée en fait à l'accès aux soins. En fait, pour nous, l'idée, c'est on doit tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de renoncement aux soins et que les gens puissent se soigner et aient les possibilités et les moyens pour le faire et les transports, évidemment, dans une situation, on le redit, hein, de désertification médicale en plus, de regroupement hospitalier, forcément, ça induit déjà du renoncement aux soins. Très bien, merci beaucoup. Benoît Durand, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce stade par rapport à ce qui a été dit. Hein. Le président a exprimé un certain nombre de sujets d'inquiétude aussi ce matin sur ce sujet, avant même celui de la conduite automobile. Oui, avant d'arriver à l'autre sujet. Alors moi j'ai deux questions. Alors vraiment une question néophyte de citoyen, mais qui est remontée du terrain, notamment de France Alzheimer. Je ne comprends pas pourquoi, mais vous allez peut-être m'expliquer. Enfin, je vais comprendre. Pourquoi sur certaines prescriptions médicales prises en charge par la caisse d'assurance maladie, des ateliers par exemple faits par France Alzheimer sont pris en charge, le transport est pris en charge pour que les personnes qui ont des troubles cognitifs puissent participer à des ateliers. Dans d'autres territoires, pas du tout. Alors du coup, c'est une caisse nationale, donc du coup, j'avoue, je ne comprends pas du tout. Mais voilà, vous allez peut-être m'expliquer où est la trou dans la raquette, ça je ne comprends pas. Pourquoi dans certaines collectivités et notamment certaines communes, ils mettent en place pour lutter contre l'isolement, souvent des personnes âgées ou dépendantes, des transports. Alors vous avez parlé de taxis, c'est exactement ça, en fait, à prix modique. Il y a des taxis qui viennent chercher des personnes, soit pour des rendez-vous médicaux, soit pour faire leurs courses. Je ne sais pas comment c'est cadré. Je sais que ça existe et que c'est très bénéfique et que ça marche. Et pourquoi c'est pas généralisé? Voilà, c'est juste ça. Alors, Madame la députée, peut-être. Alors, la première question un peu délicate. Pourquoi certaines caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais de transport En fait, les accueils de jour sont autorisés par les agences régionales de santé. Et en général, il y a un financement qui se fait entre agences régionales de santé et départements. Et je pense que certains accueils de jour, peut-être, ne sont pas autorisés. Ce sont des accueils de jour qui sont installés comme ceci, sans autorisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prise en charge. Alors, on va vous donner la parole dans quelques secondes. Enfin, chez moi, en tout cas, j'ai un accueil de jour. Les patients sont remboursés à la fois pour le temps de l'accueil de jour et pour le transport également. Alors, on va vous donner la parole vraiment dans quelques instants. Féreuse, vous... Par rapport à votre question concernant les services de transport, effectivement,
Les collectivités. Moi-même, j'étais maire avant d'être députée et j'ai organisé un service de transport à la demande dans ma commune. C'est l'initiative de la commune, tout simplement. Effectivement, à un tarif très modique, puisque nous avions fait appel à un prestataire et qui transportait les personnes pour 2 €. Et le but, c'était effectivement de permettre à ces personnes qui ne pouvaient plus se déplacer, eh bien de pouvoir ou aller à des activités pour rompre l'isolement, ou bien pour aller faire des courses ou autres. Et il y a également quelque chose qui se développe également, parallèlement aux collectivités, ce sont des associations de transporteurs bénévoles. Chez moi, j'ai cela également, et j'ai plusieurs associations qui se sont créées et qui viennent transporter les personnes. Simplement, la plupart du temps, on leur facture que les kilomètres parcourus, absolument pas le temps d'attente ni l'amortissement du véhicule. Et il y a de nombreux bénévoles qui sont mobilisés. Et c'est vrai que c'est vraiment un apport très important, et je pense que ça fera le lien avec la deuxième partie de notre échange, parce qu'effectivement, si demain, il n'est plus possible que des patients Alzheimer conduisent, et on voit qu'à un certain stade de la pathologie, ça n'est plus possible, il faut bien que ces personnes puissent être transportées, et l'idée qu'elles puissent recourir à un taxi de façon régulière n'est pas envisageable, donc il faut trouver d'autres solutions. Ferreuse, vous souhaitiez... Oui, peut-être sur la première question, où là, c'était sur une prise en charge par l'assurance maladie de transport par rapport à des ateliers qui sont faits par France Alzheimer. Alors ça, c'est pas dans la réglementation, très clairement. Ce n'est pas dans le cadre de la réglementation de la prise en charge des transports individuels. Par contre, ce qui se passe assez souvent, c'est que localement, il peut y avoir des accords qui sont faits entre l'assurance maladie et une association ou autre pour un projet, voilà, qui peut être celui-là, avec un financement de l'assurance maladie qui vient subventionner en fait. Mais si c'est dans le cadre avec une feuille de remboursement, ça me surprend beaucoup parce que clairement, dans la réglementation, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prise en charge d'atelier, si vous voulez, dans la réglementation. Mais ça peut être un projet financé par l'assurance maladie, avec souvent un budget d'action sanitaire et sociale d'ailleurs de l'assurance maladie, et pas dans le cas de la réglementation. Parce que si c'est le cas avec une feuille de soins, à mon avis, si la mission nationale de contrôle arrive derrière, elle va dire que ce n'est pas dans la réglementation. Donc je pense que c'est plus des conventionnements en fait, entre caisses et associations locales. Je pense que c'est plus ça. Ou ça peut être dans le cadre d'un projet expérimental. Voilà. Et un financement souvent par le FIR ou autre, dans le cadre d'un projet expérimental. Merci. Alors, attendez, j'allais vous donner la parole, donc n'hésitez pas à lever la main, à prendre le micro si vous avez des questions ou si vous souhaitez précisément apporter un témoignage sur le sujet. Alors, qui lève la main? Oui. Allez-y. Non, c'est juste une petite remarque. Moi, j'ai été très surprise de constater qu'il n'y a pas de prise en charge de transport pour une personne qui va en visite de préadmission en EHPAD. Et je trouve ça aberrant. Hein. La personne paye l'ambulance, enfin le VSL. Merci. Une réaction? Pour nous, la réaction, c'est aujourd'hui, pour nous, la réglementation, elle n'est pas forcément très adaptée à la réalité. Hein. C'est ce qu'on disait, nous, notre demande, c'est vraiment d'adapter mieux la réglementation aujourd'hui concernant la prise en charge des transports. C'est trop rigide en fait. Là, vous avez des conditions strictes et on voit bien que dans le quotidien des gens, finalement, ça ne répond pas forcément à la demande. Et donc, pour nous, la demande, l'idée qui avait été adoptée au Sénat, on avait fait dans le cadre du PLFSS une demande d'élargir, alors évidemment c'était très flou, donc ça a été supprimé à l'Assemblée nationale, mais d'élargir la prise en charge des transports à la situation individuelle des personnes, ce qui est effectivement dans l'exposé des motifs sur la suppression de cet article, il est indiqué que c'était très très flou, on est bien d'accord, mais c'était pour nous un moyen d'entrée aussi pour alerter et faire en sorte que des choses se passent ensuite au niveau de la réglementation. Voilà, mais je suis d'accord avec vous qu'il faudrait sans doute quand même faire autre chose que des critères strictement médicaux, mais aussi regarder un petit peu la situation, l'impact pour l'usager dans son parcours de soins. Ça me paraîtrait important. Moi, j'ai une question en ce qui concerne France Alzheimer 31. J'ai une question en ce qui concerne le transport en accueil de jour. J'ai interrogé personnellement la CPAM de Haute-Garonne il y a un mois, parce que des familles bénéficiaient de prescriptions médicales
avec les transports pris en charge. Or, j'ai interrogé anonymement, enfin, sans citer les personnes concernées, la caisse primaire qui m'a répondu par écrit qu'en aucun cas, les transports en accueil de jour n'étaient pris en charge et que les personnes pouvaient être amenées à rembourser si éventuellement le transport était découvert comme remboursé. Voilà. Et c'est des accueils de jour qui ont un agrément historique puisqu'ils existent depuis 1995-1996. Oui, c'est ce que vous disiez. En fait, ce n'est pas dans le cadre de l'assurance maladie, effectivement, que ces budgets se font, mais c'est effectivement dans le cadre d'agrément, du budget régional, du FIR, etc. Mais j'ai également plusieurs situations dans ma circonscription où des établissements ont un accueil de jour et ce sont les structures elles-mêmes qui prennent en charge avec un petit bus qui va chercher les personnes et qui prennent en charge le transport. D'accord, mais on a quand même un petit souci d'équité territoriale, d'égalité territoriale, on est d'accord? Il n'y a pas de droit commun, en fait, sur ces éléments-là, en fait. C'est ce qui manque. Très bien. Alors, une autre question. Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, si vous permettez. Oui, bien sûr, on vous écoute. Je vais abonder dans ce sens parce que j'ai le privilège, entre guillemets, d'être président d'une association France Alzheimer qui gère 3 accueils de jour en Savoie. On est une poignée et on est confronté à ce problème depuis longtemps, depuis que la Sécurité sociale ne rembourse plus les transports pour venir en accueil de jour. Donc, après concertation avec les gestionnaires d'accueil de jour de tout le département, c'est vraiment le premier problème qui surgit dans le fonctionnement de nos accueils de jour. Et il y a des impossibilités pour certaines personnes, alors surtout en Vallée Alpine. On gère 3 accueils de jour, un à Chambéry et les 2 autres en Maurienne et en Tarentaise. Et on a des gens qui ne peuvent pas venir à l'accueil de jour parce qu'il n'y a pas de problème de transport. On cherche des solutions bricolées, des partenariats avec d'autres associations, mais on a une indemnité versée par le Conseil général d'une part, départemental, pardon, et l'ARS, mais qui ne représente pas les frais en grande majorité. C'est vraiment un frein au fonctionnement et ça fait des années qu'on se bat contre ça. Si vous pouvez nous aider, merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, il y a beaucoup de demandes de parole vers le fond. Oui, donc je pense que Paul Chouanet, département 53, nous on a des personnes qui sont transportées pour aller aux activités de France Alzheimer. Lorsque le médecin traitant fait un bon de transport, ensuite ça dépend vraiment du médecin conseil. Et je crois qu'il y a des médecins conseils qui sont compréhensifs, d'autres moins, mais je pense qu'ils ont des crédits extra-légaux, je pense, d'aide individuelle dans chaque caisse. Et moi, le médecin m'avait dit un jour, le médecin conseil, vous savez, nous ne sommes pas des philanthropes. Lorsque l'on sait qu'on y gagne en jours d'hospitalisation ou en répit de l'aidant ensuite, on n'est pas philanthrope, donc on paiera les transports. Enfin, juste pour, effectivement, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, effectivement, on n'est pas sur du droit commun et c'est pas de la réglementation du transport individuel remboursé par l'assurance maladie. On est plus effectivement souvent sur des budgets d'action sanitaire et sociale, mais rien n'empêche les associations de faire des demandes aux caisses, justement, de subventions. En tout cas, par exemple, on parlait de transport collectif, effectivement, des bus ou des minibus qui peuvent récupérer les personnes. Ça fait partie potentiellement de projets qui peuvent être financés en partie par les caisses d'assurance maladie. Donc voilà. Et après, c'est effectivement une demande de subvention à faire. Mais en tout cas, c'est très clairement pas dans la réglementation de l'assurance maladie au niveau des prises en charge. C'est pas dans le droit commun. Et ce que vous évoquez, monsieur, c'est effectivement la problématique de notre politique de santé qui n'est absolument pas tournée vers la prévention. Parce que nous avons une population qui vieillit, nous avons énormément de personnes en affection de longue durée, puisque ça représente 2/3 du coût global des transports. Nous aurions aussi intérêt à développer une vraie politique de prévention pour éviter que ces maladies s'aggravent et pour éviter qu'elles soient plus nombreuses. Et ceci n'est pas fait non plus. Toute l'éducation à la santé aujourd'hui est un volet qui n'est absolument pas exploité. Et l'accueil de jour en fait partie également. Oui, juste pour répondre à Madame la députée concernant les mairies. Les mairies, effectivement, font des transports, mais uniquement pour leurs administrés. Or, nous, dans les ateliers, on a souvent des malades qui viennent des communes d'à côté, quoi. Et donc, c'est encore plus difficile.
Alors, je n'ai pas vu la personne qui a pris la parole, mais ce n'est pas grave, je vais vous répondre. En fait, encore une fois, je parle de l'expérience qui se passe sur mon territoire. Il y avait effectivement un transport communal et la problématique que vous évoquez, nous y avons été confrontés et nous avons décidé de l'étendre à l'intercommunalité, c'est-à-dire 32 communes, parce qu'effectivement, il y avait énormément de personnes aux environs qui avaient besoin de venir, alors pas que pour rompre l'isolement, mais aussi pour des courses, puisque nous sommes un petit bourg-centre, mais qu'il draine beaucoup de communes environnantes. Merci beaucoup. Qui a le micro? Si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Oui. Je viens témoigner dans notre département, le 47, le Lot-et-Garonne. Effectivement, notre accueil de jour, qui est un accueil de jour de l'association, transporte les personnes à l'accueil de jour le matin et le soir. Donc, il y a un service de transport qui est financé dans le cadre d'un projet particulier, non pas dans le cadre de projet caisse de sécurité sociale. Merci pour votre témoignage. Dans le fond également. Merci. Bonjour, Tina Fernandez, je suis infirmière sur un accueil de jour en Seine-et-Marne et je voulais parler de notre problématique, en tout cas en Seine-et-Marne, puisqu'on est sur des territoires très ruraux et notre accueil de jour qui a 15 places va chercher les gens sur un certain périmètre, mais il ne peut évidemment pas aller chercher les gens qui habitent à 20-30 km et de toute façon, notre véhicule n'a pas 15 places. Il faut savoir que jusqu'en août 2021, on pouvait faire appel à PAM 77, donc c'était financé en partie par le département et par l'APA, et on remboursait les gens. Ça n'existe plus depuis 1 an. Il faut savoir que notre accueil de jour avait un taux d'activité avec une liste d'attente très importante, et depuis, nous avons des places, et nous avons des demandes, mais nous ne pouvons pas y faire face, faute de transport. Aucune solution n'a été trouvée. Des partenariats ont été mis en place avec certaines communes via France Alzheimer, mais la plupart des communes en Seine-et-Marne n'ont pas de solution. Et ce n'est pas avec les problèmes actuels et les coûts énergétiques qui augmentent dans toutes les communes qu'on va résoudre le problème. J'ai fait aussi appel aux députés sur ma circonscription. On me parle de mettre en place une aide financière sur le plan APA. Ce n'est pas fait, et je suis désolée de vous dire ça, mais même si on avait le droit à 500 €, pour payer un taxi en Seine-et-Marne, c'est à peu près 80 € par jour aller-retour. Donc l'accueil de jour, c'est 1 à 3 fois par semaine. Je ne vois pas comment on va sortir du problème si, au niveau national, on ne s'en empare pas. Parce que l'accueil de jour, ça retarde l'entrée en institution. Ça permet aux aidants de se reposer. Je ne vous apprends rien. Et ça reste vraiment quelque chose au niveau national qui me paraît important et qui n'est pas, à mon sens, assez porté et assez connu. Parce que cette problématique, elle n'est pas nouvelle. Moi, l'accueil de jour, je l'ai ouvert il y a 12 ans maintenant, et c'est une problématique qui revient toujours. C'est-à-dire que pendant un temps, c'était remboursé par la Sécu, après c'était les communes, après c'était le département, et là, depuis 1 an, moi, j'ai plus de solution. Donc, je vous le dis, dans Seine-et-Marne, dans quasiment tous les accueils de jour, les gens viennent avec des bons de transport. Les familles prennent le risque parce que le médecin traitant, de toute façon, la plupart du temps, il ne connaît pas grand-chose. Il marque HDJ et ça fonctionne. Parce que les gens, ils vont chez l'orthophoniste, ils ont un bon de transport, ils vont chez le kiné, ils ont un bon de transport, donc ils ne comprennent pas pourquoi pour de l'accueil de jour, ça ne fonctionne pas. On a une maison médicale qui est à quelques mètres de notre accueil de jour. Ils peuvent aller à la maison médicale en bon de transport pour le kiné, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais pas à l'accueil de jour. Donc moi, je ne sais pas quoi leur répondre. Voilà. Merci pour ce témoignage. Effectivement. Féroze Aziza. Oui, juste une réaction par rapport à ça. En fait, au fond, nous ce qu'on constate, et c'est le cas là, dans ce que vous exprimez sur la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, mais on le voit dans plein de maladies chroniques, le problème, c'est qu'il n'y a pas une prise en compte globale des besoins en fait, des personnes. Nous, on prône qu'il y ait de plus en plus une prise en charge forfaitaire des maladies chroniques, notamment, qui prendrait en compte tous les besoins, et y compris aujourd'hui des choses qui ne sont pas financées. Alors on pense évidemment avoir des forfaits qui permettent la prise en charge de tous les transports nécessaires dans son parcours de soins ou de prévention, puisque pour nous ça va avec, évidemment, mais y compris l'activité physique adaptée qui aujourd'hui n'est pas prise en charge non plus au niveau du droit commun. Voilà, c'est-à-dire prendre en compte réellement
s'attacher à regarder quel est un parcours de soins d'une personne et qu'on puisse avoir suffisamment de financement pour pouvoir avoir accès à ces soins sans que ce soit effectivement, il y a tel acte, lui c'est pris en charge, tel acte c'est pas pris en charge, etc. Donc je crois que ça va vraiment dans le sens d'une prise en compte globale dans le cadre d'une maladie chronique, d'une prise en charge qui tienne compte de tous ces besoins. Et pour ça, il faut faire participer les représentants associatifs qui sont ceux en fait qui savent quels sont les besoins des personnes, et malheureusement c'est pas toujours le cas quand il y a des politiques de santé qui sont mises en œuvre. Et pour répondre à madame, je suis encore conseillère départementale et chez nous, nous avons au sein du département la conférence des financeurs qui regroupe un certain nombre de financeurs, comme son nom l'indique, justement pour aider à financer des actions de prévention. Est-ce que vous avez pu vous rapprocher de votre département pour envisager cela? Oui. Alors ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la réponse qu'on a, c'est que dans le forfait que payent les familles pour venir en accueil de jour, vous avez un forfait transport. Mais en gros, chez nous, on est un établissement public. Notre accueil de jour est adossé à un EHPAD public. On rembourse actuellement 12,36 €. Donc avec 12,36 €, autant vous dire que vous ne faites pas grand-chose. C'est-à-dire que nous, on ne vient même pas à Paris. Effectivement. Et les familles, elles n'en peuvent plus, parce qu'on a des gens très âgés, on veut faire du maintien à domicile sans mettre en place des infrastructures au domicile. Moi, je n'ai pas de solution. J'en ai parlé à notre député pas plus tard qu'il y a un mois. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai tiré toutes les sonnettes d'alarme. Je n'ai pas d'autre solution. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, juste pour parler du transport d'ailleurs. Merci. Et peut-être, Madame la députée, vous avez évoqué l'insuffisante prise en considération des questions de prévention. Alors aujourd'hui, on nous annonce un tournant sur le sujet. On a un ministre de la Santé et de la Prévention. Est-ce qu'on peut avoir un petit espoir, des raisons d'espérer que ce soit mieux pris en considération? Parce que comme ça a été très bien expliqué, ce sont des dispositifs qui vont ralentir certains troubles, qui vont éviter des hospitalisations. Donc, est-ce que... Je vous vois sourire, donc non, on a... Écoutez, je le souhaite. Ce serait une question de moyens. Moi, c'est un second mandat. J'ai milité en faveur de la prévention pendant tout un mandat, en demandant qu'enfin, il y ait une vraie ligne dédiée à la prévention qui soit inscrite au budget, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de ligne spécifique dédiée à la prévention. On a un petit peu de budget dans la protection infantile, on en a un petit peu dans les accidents du travail, enfin dans toute la médecine du travail, mais nous n'avons pas de ligne dédiée. Or, aujourd'hui, effectivement, la France est dans un modèle où nous sommes beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif, ce que je trouve tout à fait regrettable. La problématique de la prévention, c'est qu'il est très difficile de chiffrer les bénéfices à court terme. Parce que, comme son nom l'indique, la prévention, ça s'inscrit sur le moyen, voire le long terme. Et donc, en termes budgétaires, c'est très difficile de l'apprécier. Et je pense que c'est pour cela que nous n'arrivons pas à basculer vers la prévention. Il y a quand même une avancée avec ces 3 visites qui vont s'installer, visites de prévention, justement pour faire un petit point, parce que là aussi, il y a une vraie méconnaissance et il est important de faire un état de la situation et d'informer de ce qui peut être proposé au domicile comme matériel, etc., de façon à pouvoir garder les personnes le plus longtemps possible à leur domicile. C'est leur souhait et je le partage. Très bien, merci beaucoup. Oui, Monsieur le Président souhaite intervenir au premier rang, s'il vous plaît. Un micro. Pardon, excusez-moi. Je l'ai. Simplement, je vais être très très bref. J'ai fait la confidence ce matin que je suis rentré chez France Alzheimer en 2002. Et j'entendais un mot que j'avais du mal à comprendre au début. C'était la transversalité du monde médico-social avec le monde médico-sanitaire. J'ai l'impression qu'en 2022, cette transition ne s'est pas faite. Est-ce que je me trompe? Non, c'est très difficile. C'est très difficile parce que nous avons aujourd'hui des budgets qui sont des budgets en silo. Donc en fait, nous avons un budget hospitalier, budget médecine de ville, etc. Alors que typiquement, justement, la prévention, elle demande une transversalité. Et aujourd'hui, c'est toujours très difficile de le mettre en œuvre. Et on ne peut pas casser tout ça? Eh bien, nous ne cessons de le dire, mais la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée, voyez-vous. Qu'est-ce qui bloque? Enfin, je ne sais pas, vous Ferreuse.
Alors, enfin, je suis d'accord, c'est vrai qu'on est en silo, mais alors, ce que vous dites, la transversalité, alors dans le domaine des transports, c'est carrément ubuesque, puisque vous avez des réglementations sur le transport médico-social qui est différent du transport sanitaire. Parfois, vous avez des situations où on ne sait pas si ça relève de la prise en charge sanitaire ou médico-sociale et on se renvoie la balle. Enfin, c'est complètement fou, en fait. La transversalité, effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, on le regrette. Je pense qu'on est beaucoup à le regretter. Ce qui bloque, je ne sais pas. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas peut-être ce courage de se dire, il faut exploser les barrières peut-être et vraiment rassembler un petit peu les choses. Mais bon, ce que nous, on constate, en tout cas, c'est qu'au milieu de tout ça, ce sont les gens. Ce sont les gens qui se retrouvent complètement, finalement, un peu paumés dans tous ces systèmes. Ils ne savent pas vers qui se renseigner parce qu'on se renvoie la balle de l'un à l'autre. Non, là, c'est le Conseil général. Non, là, c'est l'assurance maladie. Là, c'est plutôt l'ARS. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une entrée unique dans le parcours et que tout soit coordonné. Alors, je parle aussi, par exemple, des aides qui peuvent être demandées. Par exemple, sur des aides techniques où vous avez différents financeurs possibles, imaginables, il faut faire des dossiers partout. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un référent, un coordinateur du parcours et qu'il y ait une entrée unique pour les personnes. Après, ils se débrouillent entre eux, je dirais. Mais en tout cas, pour les gens, ce qu'il faut, c'est qu'ils n'aient pas 10 millions d'interlocuteurs et qu'ils soient baladés d'un endroit à l'autre et au final, qu'ils n'aient pas gain de cause. Parce que plus on se perd, au bout d'un moment, on abandonne aussi. Donc, nous, on milite vraiment pour qu'il y ait une coordination de tout ça, qu'on mette à plat un petit peu toutes les règles et qu'on clarifie et qu'on simplifie au maximum. Excusez-moi, je reprends juste 30 secondes la parole, faire un clin d'œil. Dans ces cas-là, j'ai une solution. Recréer un guichet unique, parce qu'il y a plein de guichets uniques. Alors, je vois des mains se lever dans le fond de la salle également. Je ne sais pas si quelqu'un a le micro. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Bruno Metnaz. J'ai 57 ans et j'ai été détecté Alzheimer il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà, juste pour vous dire qui je suis. Moi, j'ai d'abord une première question à vous poser. Je crois que le ministre de la Santé devait ouvrir cette journée aujourd'hui. Quand je vois où j'entends tout ce que vous avez dit, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'on a l'impression que vous avez plein de questions et qu'il n'a pas répondu ni quoi que ce soit. Donc je ne suis pas très, étonné, parce que depuis que je sais que je suis malade, j'ai fait beaucoup je suis allé voir qu'est-ce qu'était Alzheimer, je me suis proposé sur un protocole de test, etc., etc. Et on sent bien que Alzheimer, c'est vraiment, excusez-moi pour mais je déteste le mot de Alzheimer jeune et Alzheimer vieux, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a l'impression que c'est une maladie de vieux, ce qui est le cas bien sûr, mais les vieux, on a mieux à faire peut-être avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. Et moi, je suis, pour l'instant, j'ai encore presque, on va dire, quand même encore beaucoup de chance. J'aurais vraiment envie de faire avec n'importe qui ce qu'il faut pour aller taper à la porte de ce qu'il faut. J'ai d'ailleurs envoyé une lettre à Madame, tout simplement à la femme de notre Premier ministre, de notre président. J'ai reçu pour l'instant une vague réponse comme quoi il me remerciait de ma question. J'ai encore pas de réponse, donc c'est vous dire aussi un petit peu les choses. Voilà, donc ça c'était surtout déjà ce que je voulais partager avec vous, parce que pour moi, encore une fois, il n'y a pas de
Il n'y a pas de jeunes et de vieux. Pour l'instant, je connais beaucoup plus de gens, bien sûr, âgés, mais il y en a aussi qui sont... je connais aussi des jeunes. Et puis, alors la deuxième question, elle est vraiment basique. Sur ces histoires de transport, enfin, c'est à la fois une remarque et une question, c'est qu'en est-il aujourd'hui de la question de conduite pour pour Alzheimer, pour les gens atteints d'Alzheimer, puisque moi, j'ai appris encore, comme beaucoup, il y a peu de temps que, voilà, Alzheimer, vous êtes Alzheimer, vous n'avez plus le droit voilà, où est-ce qu'on en est et pourquoi, alors qu'on ne peut même pas, les transports sont chers, etc., on manque d'argent, etc., ben, on nous prive de nos voitures. Alors, ok, qu'on nous dise, et ce qui n'est pas du tout faire en plus, parce que, encore une fois, moi je pense que je peux très très bien conduire encore. Et pourquoi pas, moi si j'avais des gens dans ma commune qui étaient plus âgés que moi, et qui avaient la maladie, s'il fallait les emmener, parce que j'ai un peu de temps quand même dans ma vie, ben pourquoi je n'emmènerais pas un autre malade d'Alzheimer voilà, à l'hôpital, quoi. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, enfin, je vous le dis comme ça, si ça peut faire son... Pourquoi pas, hein. Merci, monsieur. Ben, je propose Merci beaucoup. Alors, la réponse, hein, effectivement, à votre deuxième question, elle va vous être apportée dans quelques minutes, puisqu'on va aborder le sujet de la conduite automobile. Premier sujet, peut-être un mot du plaidoyer, et voilà, de tout ce qui est fait au niveau de France Alzheimer, que les personnes soient jeunes ou moins jeunes, et la difficulté de se faire entendre. Hein. Je pense au dernier numéro d'Agissons ensemble, un silence assourdissant. Ta question est très générale ou axée sur les transports ? Non, de façon plus générale, comme l'a pu dire monsieur, en se disant, c'est vrai qu'on soulève tellement de sujets, que fait le ministre ? Mais bon, on l'interroge. Ah oui, on ne finit pas d'interroger les différents ministères, Premier ministre et Président de la République aussi. Effectivement, en fait, on a une revue, vous sachiez, monsieur, on a une revue en fait, qui sort 2 fois par an à destination des parlementaires. Et le titre de notre dernière revue, qui est toute chaude, qui vient de sortir, c'est Alzheimer, un silence assourdissant. Ça fait une dizaine d'années quand même, parce que du coup, c'est quand même un sujet, c'est à la fois un sujet passionnant et assez dramatique, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que le mot Alzheimer, même si on n'aime pas, même s'il fait mal aux oreilles, en fait disparaît petit à petit des discours, des différents discours, mais pas de nos vies, pas de vos vies en fait. Et du coup, nous, on ne cesse pas de marteler les pouvoirs publics pour dire attention, c'est quand même une pathologie, malheureusement, qui est en évolution constante, exponentielle, qui ne va ne faire que grossir, grandir, que si on n'anticipe pas, on va droit à la catastrophe. Il y a plein de sujets, après, sur le plaidoyer en général. Effectivement, il y a les transports, il y a les prises en charge, il y a le reste à charge, il y a la transition entre le domicile et l'EHPAD, quid du domicile adapté, pas adapté, l'inclusivité, le baluchonnage et les solutions de répit. Là aussi, on pourra en parler. Bref, enfin, il y a pléthore de sujets. Je ne veux pas faire la liste exhaustive, parce qu'en plus, je risque d'en oublier. Mais du coup, voilà, c'est un peu notre combat quotidien. Juste pour vous dire, monsieur, que vous n'êtes pas seul. Vraiment pas dans ce combat-là. Après, on a du mal. Je pense qu'on est écouté, pas forcément entendu, en tout cas sur beaucoup de points. Et du coup, si on rentre après dans le vif du sujet, vraiment sur l'arrêté sur la conduite, je vous dirai après ce qu'il en est. Mais du coup, en fait, c'est assez symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'en fait, on fait un peu des lois ou des grandes réformes de manière très très générale, alors que, ça a été dit ce matin, il n'y a pas un malade d'Alzheimer qui ressemble à un autre malade d'Alzheimer. On nous dit, attention, il y a des cas particuliers partout, mais en fait, on fait des grandes généralités. Et en faisant des grandes généralités, en fait, on se plante. Parce que l'accompagnement est spécifique et n'est pas le même, parce qu'en fait, la prise en compte de l'individu, là aussi, tout à l'heure, ce matin, on a quand même parlé
de l'être humain, eh ben, elle est différente. Et même le parcours de soins, le parcours de vie est différent d'une personne à l'autre. Donc du coup, c'est adapter aussi les politiques en fait à des spécificités. Et c'est ça qu'on a là, on a vraiment du mal à se faire entendre. Voilà, je résume juste sur le plaidoyer, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais... Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, alors je ne savais pas que je viendrais aujourd'hui, mais j'ai moi-même déposé une proposition de loi pour que cette pathologie soit reconnue grande cause nationale. Parce qu'effectivement, vous le disiez, plus de 1,75 million de personnes atteintes d'Alzheimer en 2030, ça n'est pas rien. Et ce sont des personnes qui doivent être prises en charge très tôt. On le sait, plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus on peut retarder son évolution, plus on peut mettre un accompagnement en place. Et effectivement, il y a autant de patients d'Alzheimer qu'il y a de territoires différents. Et là aussi, nous ne sommes pas tous égaux en fonction de si vous habitez dans un territoire rural ou si vous habitez dans un territoire urbain. Les problématiques de transport ne sont pas les mêmes. L'accès également à des accompagnants n'est pas le même. Et je pense qu'il nous faut un grand plan qui va de la recherche, parce que là aussi, cette maladie, même si elle existe depuis un certain nombre d'années, nous la connaissons assez peu. Pour la dépister, eh bien, il y a aussi des efforts de recherche à faire, significatifs. Et je pense, on l'a vu pour le grand plan autisme, le fait de déclarer cette pathologie grande cause nationale, c'est l'occasion de cibler des moyens précis sur cette maladie, de façon à pouvoir accompagner au mieux les patients qui en sont atteints. Mais en même temps, depuis que je suis députée, je suis aussi sollicitée par des patients qui sont atteints de fibromyalgie, par des patientes qui sont atteintes d'endométriose. Enfin, si vous voulez, il y a des causes aujourd'hui qui sont très nombreuses et qui, forcément, exigent beaucoup d'argent. Et il y a des arbitrages qui sont obligés de s'effectuer. En tout cas, j'espère vraiment que ma proposition de loi pourra être entendue, parce que je pense que c'est tout à fait indispensable. Alors, vous évoquiez cette problématique de la conduite. Effectivement, vous le disiez, il y a autant de patients Alzheimer différents, et certains peuvent certainement parfaitement conduire. Pour d'autres, c'est particulièrement dangereux. Qui prend la décision? Je crois qu'il faut beaucoup écouter les proches, qui sont, me semble-t-il, aujourd'hui trop peu écoutés. Quelqu'un qui vit continuellement avec un patient Alzheimer sait si la situation se dégrade ou pas. Et effectivement, enlever le permis à quelqu'un, à une personne Alzheimer, c'est un traumatisme. C'est quelque chose qui n'est pas de nature à vous tirer vers le haut, bien au contraire, mais ça peut être indispensable. Et je peux vous assurer, pour l'avoir fait, que je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée.